Eh bien, bonjour à tous. Un grand merci. Alors, je regarde aussi la caméra, parce que finalement, on a peut-être plus de monde derrière son ordinateur. On a quand même du monde dans la salle. Pas évident de préparer. Donc, les merci d'usage sont vraiment très, très chaleureux ce soir, parce que vous avez fait face. Donc, merci à tous d'être présents. Alors, on va faire une soirée en 3 étapes. Il va y avoir 2 tables financières. Donc, les invités vont se succéder. Où là, on va faire le point de l'actualité sur tous les produits qu'on a pu vous présenter les années précédentes. Et ensuite, il y aura une conférence de Philippe Bloch, dont la tâche est ardue ce soir, puisqu'il est chargé de vous doper à l'énergie positive. Dans le contexte, on en a besoin. Donc, on fera cette conférence en 3e partie. Et ensuite, normalement, il devait y avoir des choses, vous avez vu qu'on a annulé tout ce qui était la partie cocktail. On vous remettra le livre de Philippe Bloch aussi. Alors, on a annulé aussi la séance de dédicace, que vous comprenez bien que dans le contexte actuel, ce n'était pas un cadeau de vous faire tous défiler pour obtenir un petit mot ou une signature. Donc voilà, on s'adapte. Merci encore d'avoir fait l'effort. S'il y a des questions, on va tout recenser, vous avez des petits papiers, on vous rappellera dans les semaines qui viennent, donc n'hésitez pas, selon le temps, parce que vous allez voir, on est quand même un timing assez serré. Vous allez peut-être nous voir nous agiter justement pour gérer le temps. Donc ne soyez pas surpris, on va essayer de respecter le timing pour que tout le monde, vers 20h20, ait l'assurance de pouvoir rentrer chez lui sans risquer de dépasser le couvre-feu. Voilà, donc Alain, je te laisse annoncer un peu ce qu'on va faire. Merci Gilles. Tout d'abord, merci d'être là, aussi simplement que cela. Merci d'être là. Allô ? Petite Charlotte. Voilà. Est-ce que ça marche ? Oui, parfait. Bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas assez rapidement, je suis Alain Hitnet, dirigeant du cabinet Artus Conseil. Nous faisons de la stratégie patrimoniale et aidons nos clients particuliers et chefs d'entreprise à développer et optimiser leur patrimoine. Pour de plus amples informations, nous avons un site internet. Vous pourrez y trouver certaines réponses aux questions que vous pouvez peut-être vous poser. 2020, vous l'avez vécu comme moi depuis quelques mois, est une année extrêmement atypique. C'est une année de crise sanitaire, crise économique, crise de confiance, mais également une source d'opportunités. Le thème de cette soirée, épargne, que faire dans le monde d'après, c'est une vraie question. En effet, après une année 2019 riche de plus-value pour l'épargne dans les portefeuilles, mars 2020 a tout changé, tout chamboulé. C'est le moins qu'on puisse dire. Le coupable, c'est Covid-19. Il nous a paru pertinent de faire un focus pour voir si les supports d'investissement qui étaient pertinents il y a quelques années ou il y a encore seulement quelques mois, sont toujours d'actualité et 2, sont toujours d'actualité également pour un avenir proche, voire un avenir moyen terme. Qu'il soit pour l'intérêt des particuliers dans le patrimoine privé ou qu'il soit pour l'intérêt des chefs d'entreprise, pour la trésorerie excédentaire de leur société. C'est la raison pour laquelle nous sommes entourés de plusieurs professionnels de l'épargne qui, ce soir, vont nous livrer dans 2 tables rondes, comme vous l'a indiqué Gilles, leur vision des choses. Le programme vous a été donné il y a quelques instants, donc aussi et sans attendre, je vous propose de démarrer la première table ronde qui va être animée par Gilles Hermerel. Voilà, donc sur la scène, s'ils peuvent me rejoindre, Antoine Boisset, Benoît Nevin et Benoît Berchebru. Donc dans un premier temps, vous devez tous avoir un micro, on doit être le bon nombre. Donc je vous laisse prendre place. Juste vérifier que chacun marche. Bon, c'est pas grave, je transmettrai le mien éventuellement. On a du gel, il n'y a pas de souci. Alors allez-y, installez-vous tous.
Donc déjà, faire le point, hein, c'est la 4e fois qu'on fait cette réunion. On vous a déjà parlé de tout ce qui était produits structurés, de contrats de capi, d'assurance vie. Bon, les personnes à mes côtés sont tous spécialistes là-dedans et vont tous répondre justement à cette question. Hein. On va dire, allez, qu'est-ce qu'on fait ? Ça a été énormément chamboulé. Donc aujourd'hui, on va commencer avec tout ce qui est obligations structurées. Alors Antoine Boisset va avoir la charge à la fois de gérer les entreprises pour les obligations structurées court et moyen terme. Et on parlera aussi quand même aussi des particuliers, là aussi sur les obligations structurées pour la partie plutôt moyen-long terme. Voilà, donc que faire dans le monde d'après ? Où en est-on ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Je vous donne celui-là. Je serais ravi de vous le dire. Si vous avez un micro, dans quelques instants. Voilà. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci d'être présents. Je voulais juste faire, avant toute chose, outre le fait de vous remercier, rappeler combien il est rare d'avoir un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui a la puissance de réaliser ce genre d'événement. Alors, on n'est pas tous aussi nombreux qu'on devrait l'être. Il y a des caméras partout, on est retransmis, donc c'est assez rare pour être souligné. Donc, je félicite Artus et de cette très belle soirée. J'ai la lourde charge de commencer à vous parler de quelque chose qui est très difficile, c'est comment placer son argent aujourd'hui. Alors, comment placer son argent aussi bien sur le côté trésorerie d'entreprise que pour l'épargnant classique. Je rappelle juste les grands thèmes classiques d'investissement. On a les actions. Aujourd'hui, je pense que vous avez vu ce qui s'est passé sur les actions et Alain nous en a parlé tout à l'heure à partir de mars avec le coupable qui est le Covid. On a de la volatilité, on a du risque, on a des difficultés à rentrer sur le marché, on a des difficultés à savoir comment est-ce qu'on rentre sur le marché. Et ça, je pense que c'est assez pérenne en termes de sentiment. La deuxième façon d'investir, ce serait des obligations. Aujourd'hui, les obligations, tous les États et l'intégralité des banques centrales réduisent les taux pour relancer l'économie ou en tout cas pour se refinancer. Et donc, acheter des obligations aujourd'hui, on est plus dans probablement un risque ou tout du moins un rendement qui est très faible pour un risque qui existe, un risque de défaut. Et enfin, il y a des placements ultra sécuritaires type monétaire. Et comme on le sait, les placements monétaires aujourd'hui ne rapportent plus rien. Donc, que ce soit... Donc, j'étais pas un tableau assez sympathique de comment investir. Hein. On se rend bien compte que ça va être compliqué après que j'ai dit ça. Mais en fait, il y a beaucoup de solutions. Justement, c'est dans ces moments où il y a de la volatilité d'un côté et puis quelque chose d'assez extrême sur les actions et quelque chose d'excessivement sécuritaire qui rapporte absolument rien, qu'on trouve des justes milieux. Des justes milieux que je vais essayer de vous présenter au travers des obligations structurées. Mais en gros, tout le monde a la même question. On me demande de faire un parallèle ou de scinder l'investissement de l'épargnant classique pour son épargne au sein de l'assurance vie et la trésorerie de l'entreprise. Mais en fait, on n'est pas très très loin de la même question pour tout le monde. C'est comment est-ce que je place mon argent au vu de ces gros risques. Je vais rappeler quelques chiffres. Le compte à terme aujourd'hui pour les trésoreries d'entreprise, on doit être proche de zéro. Et si on veut avoir un petit peu de rendement, il va falloir garder quelques années son placement pour espérer pas avoir de pénalité si on sort avant. Pour les épargnants classiques, le fonds euro, qui est indispensable aujourd'hui et qui était la spécificité française la plus incroyable qu'on ait jamais eue. On est les seuls à avoir du fonds euro, qui peut être remplacé par rien, mais aujourd'hui le fonds euro, il rapporte du 1,5%. Et même si l'inflation en France et en Europe a du mal à exploser, on se rend bien compte qu'on ne gagne pas énormément d'argent là-dessus. Donc le produit structuré, il essaye d'être, ou en tout cas l'obligation structurée, elle a pour objectif de vous permettre de maîtriser votre couple rendement. Donc combien est-ce que je peux gagner en fonction de quel risque. Et on va voir que c'est assez simple à comprendre. Aujourd'hui, pour un épargnant particulier, aller investir sur une obligation structurée peut lui permettre de rapporter en fonction du risque du sous-jacent qu'il va choisir, en fonction du moteur de performance. Est-ce que c'est une action ? Est-ce que c'est un indice ? Ça va lui permettre de gagner entre 5, 6, 7 à 8%, tout en lui permettant de protéger son capital jusqu'à une baisse de ce moteur, jusqu'à moins 30, moins 40, voire même moins 50%. D'accord ?
Donc ça, c'est la première partie pour l'épargnant, c'est de se dire comment est-ce que, tout en protégeant mon capital jusqu'à une certaine baisse des marchés financiers, je peux avoir du rendement. Et les obligations structurées sont aujourd'hui quasiment les seules à vous dire, même dans la baisse, on va vous permettre de récupérer votre capital, on va vous permettre de rémunérer le risque que vous avez pris. Alors bien évidemment, ce n'est pas sans risque, c'est-à-dire que si on a quelque chose de massif et d'excessivement baissier, c'est un produit qui risque d'avoir des problématiques à délivrer son potentiel. Mais aujourd'hui, au vu des niveaux où on est, qui ont déjà baissé, au vu du potentiel rebond post-Covid qu'on devrait voir suite à un vaccin, et on l'espère au début d'année prochaine, investir aujourd'hui sur des produits qui vous permettent de rentrer de façon très sécurisante sur le marché, il y en a très peu. Et les obligations structurées en font partie. C'est à peu près la même chose aujourd'hui pour les obligations structurées pour les entreprises, mais sauf qu'on va déformer un petit peu plus ce couple risque-rendement. On va protéger encore plus contre une baisse. On va protéger jusqu'à des baisses de moins 50, de moins 60, voire moins 70% votre capital. Et on va vous permettre d'avoir, sur des périodes relativement courtes, 3, 4, 5 ans, des rémunérations entre 3 et 5%. Donc l'idée, c'est juste de se dire, plus dans les obligations structurées, plus je vais aller chercher de rendement, plus je vais avoir du risque. Et inversement, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est le seul produit que l'on peut créer aujourd'hui sur mesure et qui vous permet de faire ça. Alors comment est-ce qu'on crée ces produits ? Je ne vais pas du tout rentrer dans la technique, mais plutôt dans le cahier des charges. Quand je travaille avec Alain Hitnet, qui en fait depuis quelques années, et puis je ferai une petite aparté parce que j'étais là il y a quelques années, et c'était beaucoup plus simple pour moi de parler de l'économie, de ce qui se passait, et j'étais probablement moins intéressant que certaines autres classes d'actifs. Les actions, il y a 3 ans ou 4 ans, c'était très intéressant, c'était facile à lire. L'économie était en plein boom, les taux étaient à zéro, tout le monde. Aujourd'hui, on est dans le risque, on a la peur, et cette peur, elle est, je pense, aujourd'hui et pour encore très peu de temps, matérialisée par quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on n'arrive pas à maîtriser, c'est ce Covid. Donc les obligations structurées, aujourd'hui, ont leur place, et cette place, elle est définie par un cahier des charges. Le cahier des charges, il est, pour le cabinet Artus, toujours le même. Partir de la protection de votre capital, c'est la première des choses, c'est la plus importante des choses pour le cabinet, pour ensuite aller vers le rendement. Donc c'est assez singulier dans la profession. Majoritairement, on va vous appâter avec des rendements qui sont excessivement importants et on vous dit, vous inquiétez pas, regardez, je vais vous donner un rendement. Non, c'est exactement le contraire. Dans le cabinet Artus, il y a une volonté de partir de la protection de votre épargne, et ça, c'est très important. Ensuite, il y a un contrôle de la chaîne de valeur qui est total de la part du cabinet. C'est-à-dire que Alain Hitnet vient nous voir, et son cabinet vient nous voir, et nous demande d'aller chercher des banques nationales ou internationales. Donc, on va aller se servir chez des banques françaises, Société Générale, BNP, mais aussi sur des banques suisses, par exemple Crédit Suisse, ou des banques américaines, si on doit aller voir des banques américaines. Et ensuite, le cahier des charges doit être scrupuleusement respecté, c'est-à-dire combien est-ce qu'on doit protéger le capital, quel est le coupon qu'on doit formuler. Et une fois qu'on a fait ça, le produit est inséré dans l'assurance vie et il vous est distribué. Donc, on est très, très, très loin de quelque chose d'industrialisé. Et plus on est sur mesure, plus on a la capacité à vous offrir des solutions que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Donc, c'est vraiment ça, l'obligation structurée. Et l'obligation structurée utilisée par un cabinet qui le connaît bien et qui nous permet de travailler de façon assez sereine. Je ne vais pas prendre trop longtemps le micro, mais si vous avez des questions, moi je serai là, bien évidemment, après, pas autour d'un verre, mais je serai là si vous avez quelques questions. Donc je passe la parole à mes confrères. Merci. Voilà, merci bien. Donc c'est vrai qu'ensuite, on a le produit phare français qui est sur l'assurance vie. Donc là aussi, est-ce que ça a été chahuté ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de sorties ? Donc là, c'est par rapport à Generali, Benoît Nevin, qui va nous expliquer tout ça, où on en est post-Covid. On est en plein dedans, c'est pas post. Mais... Ça fait bizarre de parler avec le masque et le micro, on ne sait pas où situer, donc excusez-moi. Effectivement, de façon générale, en fait, de voir en fait, où est le marché de l'assurance vie. Et je voudrais revenir sur ce que vous dira Phil Burke tout à l'heure, c'est qu'on est quand même résolument optimiste, mine de rien, parce que dans les supports qu'on vous présente aujourd'hui et les contrats d'assurance vie, il n'y a pas grand-chose d'autre, entre guillemets, où il n'y a pas vraiment de meilleur outil, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors, effectivement,
il y a eu des titres des journaux en disant l'assurance vie, que se passe-t-il sur l'assurance vie, moins de collecte. Et alors le dernier que j'ai en titre, c'était un article des Échos du mois d'octobre qui disait l'assurance vie à la peine. L'assurance vie à la peine, et dans cet article, les Échos expliquaient qu'il y avait une baisse des encours sur l'assurance vie de 5 milliards. Donc effectivement, 5 milliards, c'est beaucoup. Mais vous le savez, tout est relatif. C'est beaucoup, mais les encours de l'assurance vie en France, c'est 1800 milliards. Si on fait 5 milliards sur 1800, ça fait 0,2%. Donc, tout est relatif. Après, c'est relatif, mais je crois qu'il y a aussi des choses qui s'expliquent. La première des choses, c'est qu'il y a eu des retraits qui ont été faits sur l'assurance vie, mais est-ce que ce n'est pas normal ? Est-ce que ce n'est pas normal que quand les uns et les autres, on épargne pour avoir une épargne de précaution, pour partir en retraite, qu'à un moment donné, on puisse aller chercher dans cette épargne de précaution quand on en a besoin, parce que l'assurance vie, ce n'est pas que de la transmission. Donc, moi, je crois que c'est normal. Puis il y a une autre chose aussi, c'est que pendant le Covid, ce qui s'est passé, c'est que les flux ont été ralentis puisqu'il y avait nettement moins de collecte sur l'assurance vie. Pourquoi ? Parce que les banques étaient fermées pour certaines, les réseaux salariés étaient fermés, des agents généraux, certains étaient fermés. Et en clair, il y avait des très bons professionnels comme le cabinet Artus qui étaient ouverts. Mais il y avait relativement peu d'acteurs pour faire de la collecte à ce moment-là. Donc forcément, entre les sorties et moins d'entrées, il y avait une baisse sur l'assurance vie, mais encore une fois, toute relative. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu une baisse de la consommation de moins de 35% pendant le Covid et une augmentation de l'épargne de 40%. Et donc, elle est allée où, cette épargne ? Elle n'est pas allée sur l'assurance vie de fait. Mais elle est allée où ? Tout naturellement, sur les comptes bancaires et sur les comptes sur livret. On le voit que le livret A a atteint des collectes records, alors que ce n'est pas la rentabilité du livret A qui est attractive. Mais pourquoi ? Parce que quand on est dans un moment de crise comme celui-là, on a tous des craintes et on a besoin de pouvoir les piocher dans une épargne de précaution. Donc, tout ça, ça me paraît, au travers de ces chiffres-là, de façon quelque chose de complètement naturel. Quelque chose de complètement naturel et de mathématique et logique par rapport à ça. Une fois qu'on a dit ça, donc je vais vous expliquer pourquoi l'assurance vie, il faut continuer à y aller, évidemment. Mais une fois qu'on a dit ça, on doit pas se voiler la face non plus. Il s'est passé des choses. Antoine a commencé à en parler. Et l'année dernière, je crois que Damien Collard vous en a parlé, il y a une chose qui a été évoquée, c'était la fin du fonds euro roi. Ce n'était pas la fin du fonds euro, hein, mais la fin du fonds euro roi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant des décennies, l'assurance vie a collecté sur du fonds euro. Pour les plus anciens d'entre vous, l'assurance vie, c'était des contrats en monosupport. Puis après, il y a eu des unités de compte, etc. Donc on collectait sur du fonds euro, voire que sur du fonds en euros. C'était pratique. Les conditions de marché, Antoine l'a évoqué, c'est plus du tout les mêmes. Et donc aujourd'hui, pour un assureur, permettre même à un client d'aller sur du fonds euro, ça devient un luxe. C'est un luxe, le fonds euro. C'est un luxe parce que ça peut coûter cher à la compagnie si elle laisse les robinets ouverts, alors qu'elle va aller se refinancer sur un marché, ou si on enlève les frais de gestion du contrat, on va être négatif. Et les assureurs, ça va vous paraître tout bête, mais ils sont là pour assurer. Ils sont là pour assurer, ils ne sont pas là pour faire n'importe quoi avec l'argent des clients. Et donc, quand on a de l'argent qui arrive sur le fonds euro, oui, on doit assurer, on doit garantir le capital. Et aujourd'hui, garantir le capital, c'est une sacrée gageure. Donc, on garantit le capital, pour l'instant, hein, les choses pourront évoluer demain, il ne va pas pouvoir se passer d'autres choses en fonction de ce qui va se passer sur les marchés financiers. Mais oui, on doit garantir le capital. Encore une fois, ce n'est pas la fin du fonds euro tout court, puisqu'on permet, et la plupart des compagnies permettent des investissements sur fonds euro, mais à condition d'avoir des unités de compte. Parce que si les encours arrivaient massivement aujourd'hui sur du fonds euro, ça serait dramatique. Clairement, ça serait dramatique. Donc, on doit garantir le capital. Et en tant qu'assureur, on doit être responsable et faire en sorte qu'on tienne nos engagements et qu'on assure nos engagements. Donc ça, une fois qu'on a dit ça, OK, le fonds euro, et après, qu'est-ce qu'on met ? Ben, à côté de ça, on va mettre ce qu'on appelle des unités de compte. Donc les unités de compte, c'est quoi ? C'est des OPCVM, que vous présenteront les sociétés de gestion ici présentes. Et puis on a rajouté des choses, parce que c'est là où on voit l'évolution de l'assurance vie. L'assurance vie, aujourd'hui, vous avez du fonds euro, vous avez des unités de compte classiques, hein, des OPCVM de gestion patrimoniale, des OPCVM à gestion thématique. Vous en avez toutes sortes. Et puis, petit à petit, on a rajouté des choses. Alors, ce qu'on a rajouté, par exemple, c'est des ETF. Donc, des ETF, vous le voyez, c'est des indices. Ça permet de suivre des indices avec des choses qui sont peu chargées, ou relativement moins chargées que d'autres choses. Donc, ça, c'est très novateur. Et puis, dernièrement, on a rajouté dans un contrat d'assurance vie des titres vifs. Donc, aujourd'hui, vous pouvez investir sur Total dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Donc, on est très loin de l'assurance vie d'il y a quelques années, monosupport. Et puis,
En plus de ça, pour aller sur ces unités de compte et donc prendre un petit peu de risque, mais espérer de la rentabilité, on peut aussi l'accompagner par tout un tas de techniques. On a tout un tas d'options sur les contrats. On peut y aller petit à petit sur des unités de compte. On peut se dire, je ne veux pas perdre, ou prendre le risque de perdre plus de temps. Donc si par hasard les unités de compte viennent à baisser, on va mettre une option stop loss qui va qui va arbitrer sur le fonds euro. On peut aussi récupérer la plus-value qu'on a fait. Enfin, il y a tout un tas d'options qui permettent de le faire. Et je ne voudrais pas, à partir de là, l'assurance vie, ce que disent les journalistes, ils mettent ça avec les contrats liquides, enfin les comptes bancaires ou les livrets A. Mais l'assurance vie, ce n'est pas un placement de court terme. On est là pour du long terme. Et l'assurance vie, et Benoît vous en parlera, c'est un outil patrimonial. C'est un vrai outil d'ingénierie patrimoniale où on peut faire plein de choses. On peut traiter du particulier, on peut traiter de l'entreprise, et on peut faire des montages juridiques extraordinaires, ce qu'on ne peut pas vraiment faire avec un livret A. Donc, ça, c'est pour les unités de compte. OK, donc on a évolué, on a fait avancer le schmilblick, on peut faire plein de choses. Et puis, il y a d'autres choses en plus qu'il faut qu'on fasse. Pourquoi ? Parce que quand un assureur comme nous, on vous dit, écoutez, c'est la fin du fonds euro-roi, il faut qu'on vous propose aussi d'autres alternatives et qu'on se mouille un petit peu. Alors, pour donner de la performance sur les fonds euros, aujourd'hui, nous, assureurs, on va prendre un petit peu de risque. Et on va aller sur des petites poches, sur des sociétés qu'on connaît, sur des choses que l'on connaît, acheter du non-coté. Donc, on va acheter du non-coté, mais par définition, le non-coté, ce n'est pas liquide. Donc, c'est un peu compliqué de mettre dans un contrat d'assurance vie. Et notamment, chez Generali, on va investir sur du non-coté dans des fonds d'infrastructure. Et en fait, on sait que la rentabilité attendue, c'est de l'ordre de 4 à 5 %. Par contre, c'est du non-coté, ce n'est pas liquide. Et sur nos fonds euros, on avait une petite poche comme ça, où on savait que ça allait nous donner cette rentabilité attendue-là. Plus de fonds euros, il faut qu'on soit inventif. Ben, ma foi, qu'est-ce qu'a décidé de faire Generali, mais d'autres acteurs le feront sans doute aussi demain, c'est de permettre aux clients d'investir sur ces fonds comme infrastructure en garantissant la liquidité. C'est-à-dire que c'est Generali qui va se porter garant de la liquidité de ces fonds infrastructures qui vont être non pas une alternative aux fonds euros, mais une classe différenciante sur laquelle on a des histoires nouvelles à raconter avec des perspectives de gains et de volatilité relativement faibles. Voilà pour l'environnement, j'allais dire global, unité de compte et les montages. Et puis, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui reste ? Il reste aussi toute la technologie. Là aussi, les premiers contrats d'assurance vie, les clients, ils recevaient un état de situation annuel en papier. Aujourd'hui, votre contrat d'assurance vie, vous pouvez le consulter sur votre iPhone. Vous pouvez le consulter en ligne, bien sûr, mais vous pouvez faire plein de choses aussi. Non seulement le consulter, il y a des choses que vous pouvez modifier, éventuellement faire des arbitrages, et puis aussi faire un peu de publicité. Mais sur nos contrats, vous pouvez faire un rachat partiel en 72 heures. En 72 heures, même s'il y a des unités de compte, vous pouvez racheter votre contrat et avoir les sous sur votre compte. Donc, l'avancée technologique aussi pour accompagner les contrats d'assurance vie, c'est quelque chose de très novateur et c'est plus du tout quelque chose d'occulte, bien au contraire. Et vraiment, il y a toute une transparence. Et puis la loi aussi pousse à beaucoup plus de transparence, d'ailleurs, sur l'information client. Et puis la dernière chose, mais on en parle à chaque fois, donc on ne va pas revenir dessus, mais tout simplement d'un point de vue fiscalité, quoi de mieux que l'assurance vie aujourd'hui ? Honnêtement, il n'y a pas. On peut le regarder dans tous les sens, mais sur tous les supports, que ce soit pour préparer sa retraite, pour sortir en rente, pour des sorties de capital, pour des décès ou de la transmission. Aujourd'hui, d'un point de vue fiscalité, il n'y a pas mieux. Donc l'assurance vie, on peut parler de couteau suisse. C'est vraiment un outil d'ingénierie patrimoniale et un réceptacle de tout un tas de choses. Et quand on est accompagné de très belle manière avec ce meilleur outil, ma foi, on peut faire des choses merveilleuses. Donc pour un très bel outil comme ça, il faut les meilleurs artisans. Et c'est pour ça qu'avec le cabinet Artus, vous serez très bien accompagné. Alors je rebondis sur la fiscalité, là, justement, avec Benoît Berchebru pour la maison Norcia, pour rebondir sur tout ce qui est contrat de capi et également société civile à l'IS, puisque là, ce sont des véhicules patrimoniaux. Il faut maîtriser un peu de fiscalité. Donc, post-Covid, il se passe quoi ? Alors effectivement, on l'a dit aujourd'hui, en fait, que ce soit sur l'assurance vie pour les personnes physiques ou les personnes physiques peuvent aussi souscrire des contrats de capitalisation, mais également des personnes morales. Et aujourd'hui, on vous l'a dit, la crise, d'un point de vue économique, le marché aujourd'hui, action est à 4005, c'est un peu augmenté aujourd'hui, ça a pris moins 3,50 hier, donc une grosse décote. Donc réellement, au-delà de se dire le marché a décoté de manière importante, c'est se dire on a une porte d'entrée. Et une fois qu'on a fait l'analyse des supports dans lesquels on veut aller, c'est se poser la question, quel est le mode de détention ? Mon mode de détention, je peux le faire en assurance vie sur les personnes physiques, en contrat de capitalisation
Et pour les personnes morales, je n'ai pas tant de choix que ça pour faire du placement, pour placer ma trésorerie excédentaire. Peut-être que certains d'entre vous aujourd'hui sont chefs d'entreprise ou ont simplement une société civile immobilière, société civile de portefeuille, que je sois à l'IR ou à l'IS. Et du coup, je me pose la question, quel va être mon réceptacle pour justement gérer ces trésoreries excédentaires? Alors, je peux faire du compte à terme. Compte à terme, ça rapporte 0,50, 0,80, c'est renouvelable tous les ans. Bon, on n'a pas forcément beaucoup de rendement. On peut faire du compte titre. Du compte titre, pour une personne morale, vous êtes en fiscalité réelle. C'est-à-dire que chaque fin d'année, on va regarder ce que votre compte titre a généré et on va l'imposer, soit à l'IR, soit à l'IS. Et puis, il y a le dernier outil qui est le contrat de capitalisation. Et je trouve, moi, cet outil vraiment un outil formidable pour les personnes morales à l'IS. Pourquoi? Parce qu'on a un article magnifique du Code général des impôts qui est l'article 238 septies E. Cet article nous dit, toi, personne morale, à l'IS, le rendement de ton contrat, je ne vais pas te l'imposer en fiscalité réelle. Je vais te l'imposer selon une fiscalité forfaitaire. Comment je calcule ma fiscalité forfaitaire? Le Code général des impôts nous indique, c'est simple, vous prenez 105% du THE-TME. Qu'est-ce que le THE-TME? C'est le taux hebdomadaire des emprunts d'État ou le taux mensuel des emprunts d'État. On va rester sur le THE parce qu'aujourd'hui, c'est le THE qui s'applique. Qui parmi l'auditoire, aujourd'hui, connaît le taux du THE à aujourd'hui, à hier ou à avant-hier? Est-ce qu'il est de 1%, de 2%, de 10%, de moins 5%? Est-ce qu'il est corrélé au marché? Je rappelle, taux hebdomadaire des emprunts d'État. Emprunt d'État égale obligation, donc plutôt support sans risque. Le support sans risque aujourd'hui, on est plutôt proche de 0. Hier, le THE était égal à moins 0,22. Donc, je souscris un contrat de capitalisation avec ma trésorerie excédentaire. Je place 500 000 € sur mon contrat de capi. Premier avantage, je ne suis pas en fiscalité réelle, je suis en fiscalité forfaitaire. C'est-à-dire que demain, vous souscrivez aujourd'hui avec le cabinet Artus. On vous donne rendez-vous dans un an. Dans un an, le cabinet Artus a réussi, grâce aux différents partenaires, à générer 6% de rendement. Fiscalité, assiette fiscale au bout de la première année, ce n'est pas 6%, c'est 105% du THE. Très bien, 105% fois 0,22 égale un rendement négatif. Donc le premier avantage, c'est que votre contrat il a rapporté 6% et vous incluez dans le compte de votre société un rendement de 0. Premier avantage. Deuxième avantage, le taux de THE applicable au jour de la souscription est le taux qui s'appliquera pendant toute la durée du contrat. Donc aujourd'hui, les personnes morales qui détiennent des contrats de capitalisation pour les personnes morales à l'IS qu'ils ont souscrit il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, où le THE était à 2, 3, 4%, il vous est conseillé de clôturer ces contrats et de repartir sur un nouveau contrat. Pourquoi? Parce que votre THE d'il y a 5 ans, il était à 4% ou à 5%. 105% de 5%, ça vous donne un rendement positif que vous allez soumettre à l'impôt sur les sociétés. Alors, l'impôt sur les sociétés, vous savez, c'est 15% jusqu'à 38 120 €. Et au-delà, on est aujourd'hui à 28%. Et puis, on va avoir une baisse à 26,50 l'année prochaine et à 25% dans 2 ans, si par hasard, ce n'est pas remis en cause. Donc, on a aussi ce troisième avantage, c'est de se dire, je ne suis pas en fiscalité des particuliers, impôt sur le revenu, ma TMI plus les prélèvements sociaux, mais sur une fiscalité impôt sur les sociétés, qui est plafonnée aujourd'hui à 28%. Donc, ça me permet aussi de tronquer un TMI à 45% sur la tranche maximale versus une fiscalité IS à 28% avec cette première strate de 15% jusqu'à 38 120 €. Sur cette fiscalité forfaitaire, vous devriez me poser la question, mais alors Benoît, si je te comprends bien, tu es en train de me dire que mon contrat, grâce aux allocations d'actifs du cabinet Artus Conseil, je peux dégager du 5, 6, 10% par an pendant 10 ans. Aujourd'hui, je souscris avec un taux à 0, je ne paye aucun IS sur ce rendement, puisque ma formule de calcul me permet de planchonner à 0. Donc la question est de savoir quand c'est que je vais être rattrapé sur cette fiscalité, sur ces intérêts que j'ai générés. Simplement,
on va vous rattraper votre fiscalité au moment où vous allez faire un rachat partiel ou rachat total. Mais les plus mathématiciens d'entre vous ont en tête la règle que tout euro non sorti d'un contrat de capitalisation génère lui-même chaque année de nouveaux intérêts. Et donc, finalement, le seul intérêt d'un contrat de capitalisation dans une société IS, c'est justement d'aller chercher cette économie d'impôt que je vais replacer. Et si on est sur des sommes suffisamment importantes et qu'on arrive à le combiner avec un rendement 3, 4, 5%, 10% dans certaines situations, au final, je suis plus riche à la fin que si j'avais été en fiscalité réelle. Quatrième élément, certains experts comptables ne connaissent pas l'application de cette fiscalité forfaitaire 238 septies E. Je vous rassure, le cabinet Artus Conseil le connaît et l'applique et vous conseille justement par rapport à tous ces éléments. Mais notre pratique chez Norcia, on gère 1200 CGP et donc on est beaucoup en relation avec d'autres experts comptables. Et certains experts comptables se disent finalement on va faire simple, on va appliquer la fiscalité réelle. Donc si vous avez dégagé 3% de rendement au titre d'une année N, on va vous fiscaliser 3% à votre taux d'IS. Je leur pose toujours la question, est-ce que l'application de cette fiscalité forfaitaire est une option? Et donc là, la réponse est non, ce n'est pas une option. Cette fiscalité forfaitaire, l'article 238 septies E du CGI, s'impose à nous. Je n'ai pas le choix. Donc je n'ai finalement pas le choix de dire est-ce que je me mets en fiscalité réelle ou en fiscalité forfaitaire. Je dois être en fiscalité forfaitaire. Cinquième élément, cinquième remarque. 105% fois 0,22. Ça me fait un résultat négatif. Pour les personnes les plus comptables d'entre vous, la question est de savoir, sur un actif qui perd de la valeur, normalement, je dois passer une dépréciation. Donc, premier avantage, je suis à 0. Deuxième avantage, est-ce que je peux passer une dépréciation sur l'application de cette fiscalité forfaitaire? Et là, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la règle à appliquer. La mesure de sécurité, la position serait de dire, vous planchonnez à 0. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas vous dire, alors attendez, vous dégagez de 3%, vous me déclarez 0, et en plus, vous voulez passer une dépréciation? On dit ça fait un peu beaucoup. Donc, les personnes qui veulent un peu sécuriser se disent, ouais, je ne passe pas forcément la dépréciation. Sauf qu'on est sur un marché où, aujourd'hui, on a quand même perdu plus de 500 points par rapport aux actions. J'en termine là-dessus. Par rapport aux actions. Donc, certains commissaires aux comptes et experts comptables nous disent, oui, là, aujourd'hui, si votre actif a réellement perdu de la valeur et que vous êtes réellement en négatif sur votre contrat, vous avez en plus l'obligation de passer cette dépréciation. Donc, en synthèse, le contrat de capitalisation vous permet, 1, d'être en fiscalité forfaitaire, 2, de lisser dans le temps votre fiscalité, 3, de faire barrage à l'imposition à niveau de l'impôt sur les sociétés, puisque tant que vous ne rachetez pas, vous n'êtes pas fiscalisé. Et 4, vous pouvez potentiellement passer des dépréciations et donc limiter votre base imposable. Ok, merci à vous trois. Donc c'est la fin de cette première table ronde. Je ne fais pas le jeu des questions. Donc pour ceux qui sont sur Internet, on a Kevin qui les recense. Donc, et ceux qui sont dans la salle, marquez sur les papiers qui sont à votre disposition. On y répondra plus tard. Mais là, pour des questions de timing, on enchaîne avec la deuxième table ronde. Donc, merci, messieurs. Voilà, ça marche. Deuxième table ronde, sans plus attendre. Donc, vous êtes tous les quatre, effectivement. Donc, je vais peut-être me placer au centre. Nous avons Anissa Etali pour la maison Ophi Asset Management. Nous avons Mathieu Regnault pour Lazare Frères Gestion. Nous avons Armand de Broglie pour la maison Fidélité Internationale et Olivier Chamard pour Sycomore Asset Management. Cette deuxième
table ronde va être principalement dédiée à ce qu'on met dans la carrosserie, pour faire une métaphore, que peut être l'assurance. Merci, voilà. Avec un fil, ça marche souvent mieux. Je vous parlais d'assurance vie qui peut être la carrosserie. Je vous parlais également du compte titre d'entreprise sur lequel on peut faire prospérer sa trésorerie excédentaire. Et puis, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ces deux véhicules d'investissement? Antoine Boisset nous a parlé tout à l'heure des obligations structurées, où on peut aller chercher du rendement et on peut aller à l'inverse de la courbe, chercher beaucoup de sécurité pour essayer de faire travailler sa trésorerie ou une partie de son contrat d'assurance vie. Maintenant, les 4 intervenants qui vont être auprès de moi sont de 4 maisons de gestion financière différentes, et ce sont chacune, pour une thématique bien particulière, des moteurs de performance qu'on met à l'intérieur des 2 véhicules d'investissement que sont l'assurance vie ou le compte titre pour la trésorerie d'entreprise. Je vais faire d'abord honneur aux dames. Anissa, vous allez intervenir à la première. 3 questions. Rapidement, vous allez présenter la maison Ophi Asset Management. Vous allez nous poser également la question pour savoir pourquoi vous avez choisi d'investir sur le secteur des métaux précieux, l'or, l'argent, et c'est encore une valeur refuge. Et puis, vous allez nous parler du fonds Ophi Precious Metal, qui est une des spécialités de la maison Ophi Asset Management. Donc bonsoir à tous, merci beaucoup, merci au cabinet Artus Conseil de m'avoir conviée à cette soirée. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir, et d'autant plus pour vous parler justement d'or et de métaux précieux. Alors je représente la maison Ophi Asset Management. Donc très brièvement, Ophi Asset Management est une société de gestion qui gère 73 milliards d'euros. Donc on a un ADN qui est très mutualiste, puisque nos 2 principaux actionnaires sont la Massif et la Matmut, et nous avons une réelle volonté de nous développer sur la clientèle particulière via vous, les conseillers en gestion de patrimoine. Donc pour répondre à la question sur les métaux précieux, alors pourquoi investir dans l'or et les métaux précieux aujourd'hui ? C'est vrai que notre conviction chez Ophi Asset Management est que la valorisation des métaux précieux va augmenter dans le futur, devrait augmenter dans le futur. Ce dont on est sûr, c'est que les métaux précieux vont avoir un comportement qui va être très différent des autres actifs traditionnels et du marché traditionnel, donc les actions, les obligations. Et en fait, tout l'intérêt d'investir dans de l'or et des métaux précieux, c'est le principe de la diversification. Donc le principe de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc en étant investi dans un portefeuille, au travers d'un portefeuille de contrats d'assurance vie, dans de l'or et des métaux précieux, vous allez avoir l'opportunité de vous diversifier. Donc rapidement, dans le portefeuille, vous avez du platine et du palladium. Alors le platine, c'est un métal précieux qui est utilisé essentiellement en bijouterie, mais également dans les pots catalytiques pour moteurs diesel. Et le palladium est utilisé dans les pots catalytiques pour moteurs essence. Et en fait, donc on utilise ces métaux précieux dans les pots catalytiques pour réduire la pollution. Avec les normes environnementales qui se durcissent, vous allez avoir de plus en plus besoin de métaux précieux, donc de platine et palladium, pour justement réduire les émissions. Donc notre conviction chez Ophi Asset Management, c'est qu'avant de passer à l'électrique à 100%, on va quand même avoir une étape intermédiaire qui est l'hybride. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Il faut savoir que dans un moteur hybride, vous avez 10 à 15% de platinoïdes de plus. Donc c'est pour cela que nous pensons que le platine et le palladium vont s'apprécier dans le futur. Ensuite, nous avons de l'argent. Donc l'argent, c'est un métal précieux qui est très utilisé dans l'industrie et notamment dans la production d'énergie. Vous avez beaucoup d'argent, par exemple, dans l'industrie photovoltaïque. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'elle va être beaucoup demandée.
Ensuite, pour terminer, sur l'or, donc c'est le métal précieux roi, finalement. L'or est le plus représenté dans notre portefeuille, je vous en parlerai rapidement après. Mais c'est vrai qu'avec le contexte financier et économique, on a eu une forte demande de l'or ces derniers temps. Et en fait, si vous voulez, pourquoi aller vers l'or aujourd'hui? Alors tout d'abord parce que certes, c'est une valeur refuge, mais au-delà de ça, il y a 3 raisons. Donc la première, c'est qu'il faut regarder du côté de l'offre. Donc nous avons une offre qui est contrainte. D'ici à 2027, la production d'or devrait baisser de 25%. Si on regarde du côté de la demande, vous avez une demande qui augmente de la part de qui? De la part des banques centrales. Donc c'est vrai que l'or a une vertu, c'est qu'elle n'est la dette de personne. Et donc les banques centrales, plutôt que d'acheter des obligations de pays endettés, elles vont aller vers des achats d'or. Et d'ailleurs, lorsqu'on interroge les principaux banquiers centraux, ils nous indiquent qu'ils vont continuer à acheter de l'or dans les années à venir, dans le futur. Donc pour la demande. Et puis enfin, et c'est le point le plus important à retenir, c'est qu'il y a un fort lien entre le niveau des cours de l'or et les taux d'intérêt. Donc là, on parle de taux d'intérêt réels. Je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais ce sont les taux en fait retraités, corrigés de l'inflation. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que dès que les taux d'intérêt sont bas, c'est profitable pour l'or. Et aujourd'hui, notamment après 2008 et après la crise de la Covid 2019, vous avez des États qui ont des dettes qui ont explosé. Et pour une raison qui est l'endettement des États et les charges de la dette, nous pensons chez Ophi Asset Management que les taux d'intérêt ne vont pas augmenter. On peut d'ailleurs schématiser ça très, très simplement. Prenons la France qui est endettée à hauteur de 100% de son PIB. Imaginez qu'on ait une augmentation des taux de 1%. Ça voudrait dire qu'on aurait 1% qui partirait dans le remboursement des charges de la dette, ce qui serait juste insoutenable compte tenu du niveau de la croissance en France. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes positifs sur ces 4 métaux précieux qui sont en portefeuille et pourquoi nous avons de bonnes perspectives. Et très rapidement, pour terminer, si j'ai un peu de temps sur le fonds. Fonds, rapidement. Oui. Alors le fonds, c'est un fonds unique, donc Ophi Financial Investment Precious Metal. C'est un fonds qui est unique. Et pourquoi unique? Parce que c'est le seul fonds à notre connaissance qui va vous permettre d'être éligible à un contrat d'assurance vie tout en investissant dans de l'or et des métaux précieux directement. On ne va pas passer par des investissements dans des entreprises minières ou aurifères. Donc, vous n'allez pas avoir de lien avec le marché traditionnel des actions ou des obligations. Là, vous êtes dans les actifs réels. Donc, aujourd'hui, dans un contrat d'assurance vie, vous ne pouvez pas acheter de lingots d'or ou de pièces de métal ou d'argent. Mais en revanche, grâce à ce fonds, vous allez être exposé à la performance de l'or, de l'argent, du platine et du palladium. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez 35% d'or, 20% d'argent, 20% de platine et 20% de palladium. Donc pour conclure, l'intérêt de l'or et des métaux précieux est celui que je vous ai démontré en vous parlant de chaque métal. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est que l'or et les métaux précieux ont toute leur place dans un portefeuille d'assurance vie aux côtés d'autres actifs traditionnels pour une raison, et je vais dire la plus importante, c'est la diversification et la décorrélation. Voilà. On est tous d'accord, Anis? Une valeur refuge. Bien sûr. D'accord. Ça n'a pas changé par rapport à avant. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Les taux tels qu'ils sont extrêmement bas et peu de croissance, il est évident que les taux devront remonter rapidement compte tenu de la crise économique où qu'elle soit dans le monde. Donc l'or, selon votre avis, restera encore pour un moment une valeur refuge. Exactement, et c'est notre conviction, notre principale conviction, c'est l'endettement des États et les charges de la dette. Et c'est pourquoi nous pensons que les taux vont rester bas et durablement. Merci. De rien, merci beaucoup. Je vais reprendre le micro avec fil parce que j'ai peur de ne pas m'en sortir avec le micro sans fil. Est-ce que vous m'entendez sans le micro? Non. Cinglante et catégorique. Lazard, le groupe Lazard, banque d'affaires
mondialement connu, est représenté ce soir par Lazard Frères Gestion, qui est une unité de la galaxie de la Banque Lazare et qui crée des fonds communs de placement gérés par des gérants spécialistes. En l'occurrence, vous allez nous parler aujourd'hui des actions des pays de la zone euro-nord, Finlande, Suède, Danemark, etc. Pourquoi les actions des sociétés de l'Europe du Nord sont-elles pertinentes aujourd'hui dans un portefeuille ? Bonsoir à tous. Mathieu Regnault, donc je représente en effet, comme l'a si bien dit Alain, Lazare Frères Gestion. Avant de parler des actions nordiques, juste un petit mot sur le groupe Lazare. Alors en effet, Alain l'a bien précisé, on a une activité de banque d'affaires qui est très présente au travers le monde, mais on n'a pas que ça, on a aussi une activité de gestion de portefeuille financier. Alors pour être précis, dans le monde de la gestion d'actifs, Lazare est présent au travers de deux marques. La première, Lazare Asset Management. Lazare Asset Management est basé à New York, gère plus de 250 milliards de dollars, a une implantation dans plus de 20 pays, avec 3000 salariés. Ce n'est pas la société dont je suis le représentant, je suis le représentant de Lazare Frères Gestion. Lazare Frères Gestion, en tant qu'irréductible gaulois, on cultive notre indépendance. Nous sommes en fait, la France, le seul pays au monde à avoir justement cette liberté et cette indépendance. On a notre propre organe de décision, on a nos propres économistes, on a nos propres gérants de portefeuille et on a nos propres analystes financiers, ce qui nous permet de développer des solutions sur mesure et qui sont en adéquation avec les attentes de nos clients. Alors, je suis ici pour parler des actions nordiques. On a une conviction profonde chez Lazare, c'est que les pays nordiques, alors nous on a une définition des pays nordiques qui est assez précise, c'est la Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark. Les pays nordiques sont des pays assez vertueux. Structurellement, et ensuite il y a une notion de timing qui est très important avec la crise actuelle. Mais d'abord, structurellement, je vous invite à consulter un classement qui s'appelle le Legatum Prosperity Index, qui va en fait classer tous les pays du monde en fonction de leur prospérité. Donc ils vont les noter en fonction de plusieurs critères, qui sont des critères de protection sociale, de liberté, de sécurité, de place de la femme dans l'entreprise. Dans le top 5 de ce classement-là, on retrouve les 4 pays nordiques accompagnés de la Suisse. Ce n'est pas le cœur du sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on considère qu'il y a des avantages structurels qui sont très importants dans ces pays-là. Et le premier sont les finances publiques de ces pays. Ce sont des pays qui ont des finances publiques saines. Ils ont peu de déficit par rapport à leur production intérieure brute. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, là où il y a une augmentation du déficit public pour développer des plans d'aide colossaux pour sauver nos entreprises, nous, on est en train de se poser la question qui va rembourser la dette, mais eux, non. Parce qu'ils ont les moyens de leurs actions. Deuxièmement, ce sont des pays qui ont beaucoup de ressources naturelles. La Norvège, notamment, avec son activité pétrolière, mais il y a aussi beaucoup de forêts là-bas. L'actionnariat est très important dans ces pays-là. Bien souvent, les entreprises sont détenues par des familles ou des fondations. Ce qui veut dire que toutes les décisions stratégiques des entreprises sont prises sur le long terme. Ensuite, les entreprises, justement, à proprement parler, sont bien souvent des entreprises innovantes et tournées vers l'international. Et enfin, le dernier argument pour cette zone sont les peuples. Les peuples sont ouverts au changement, sont bien souvent éduqués et très bilingues. Donc voilà, ça, ce sont des arguments structurels qui défendent la zone. Mais actuellement, nous, on met en avant ces solutions-là auprès d'Artus Conseil notamment. Pourquoi ? Parce que le timing est bon pour investir dans cette zone-là. Bon, premièrement, ça c'est un fait, l'impact du Covid a été moindre dans les pays nordiques que dans le sud de l'Europe. Bon, l'épidémie est venue du sud et est remontée vers le nord. Un pays comme la Suède a décidé de ne pas confiner. Alors certes, le résultat sanitaire de la Suède est plus grave que celui des pays voisins. Mais néanmoins, c'est un pays qui n'a pas tué son économie. J'en parlais tout à l'heure, ils sont en train aussi de développer des plans d'aide budgétaire absolument colossaux pour sauver leurs entreprises et ils ont les moyens de le faire. On a fait une petite, pour parler spécifiquement des deux fonds Norden et Norden Small, puisque c'était la question d'Alain, on a fait une petite étude récemment en portefeuille. On a éclaté le chiffre d'affaires des sociétés en portefeuille en fonction de là où il est réalisé. Donc Norden, qui investit dans les grandes sociétés des pays nordiques, voit en fait le chiffre d'affaires des sociétés sélectionnées en portefeuille plutôt bien équilibré entre la zone nordique, le reste de l'Europe,
les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord et les pays émergents. Ce qui veut dire que ce seront des sociétés qui seront dépendantes du redémarrage international. À la différence de Nord & Small, et là c'est encore plus intéressant, Nord & Small c'est donc un portefeuille investi dans les petites sociétés des pays nordiques, à lui des entreprises dont le chiffre d'affaires est plutôt tourné vers un marché domestique. Marché qui justement n'a pas confiné. Nous on a un biais en plus assez suédois dans ce fonds-là, ce qui veut dire qu'actuellement les sociétés en portefeuille ont des bonnes perspectives de résultats dès pour l'année 2020. Donc voilà, on est défenseur des actions nordiques structurellement et on trouve qu'il y a une notion de timing qui est assez forte actuellement et qui est aussi renforcée par un effet devise. Les devises suédoises et norvégiennes ont pas mal souffert contre l'euro depuis 2012-2013. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend un discours un petit peu différent de la part de la Banque centrale suédoise notamment, qui émet l'idée de remonter les taux peut-être un peu plus tôt que la Banque centrale européenne ou la Fed. Et ça peut profiter à la devise et donc structurellement à la performance des fonds. C'est bon pour moi. Merci Mathieu. Décidément un problème avec ce micro. On va le changer. Tiens. Voilà. Fidelity International. Fidelity, ce soir, est représenté par Armand de Broglie. En quelques minutes, Armand, présentez Fidelity International, grand groupe. Vous allez nous parler de la technologie. La technologie, c'est Apple, c'est Google, c'est Facebook, c'est Microsoft, Amazon. Vous avez un fonds que vous avez développé avec vos gérants sur la technologie, Global Technology. Pouvez-vous nous en toucher deux mots ? Oui. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, c'est bon, parfait. Déjà, merci beaucoup Alain et merci au cabinet Artus Conseil de m'avoir invité ce soir pour parler à la fois de Fidelity et du fonds Fidelity Global Technology. Alors déjà, pour parler de Fidelity, peut-être le meilleur moyen de présenter la société de gestion, c'est de parler de la retraite des Américains. Vous savez, la retraite par répartition n'existe moins là-bas. En tous les cas, elle se fait principalement par capitalisation, à la différence en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le moment où un Américain arrive sur le marché du travail, il épargne pour sa retraite. Et comme le fonds euro n'existe pas là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il investit sur les marchés financiers. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que Fidelity accompagne les Américains dans la préparation de leur retraite depuis 1946. Aujourd'hui, Fidelity est leader sur la retraite aux États-Unis et gère dans le monde, donc via ces deux marques américaines, Fidelity Investment, et en dehors des États-Unis, Fidelity International, plus de 3 000 milliards d'actifs. Donc le chiffre peut paraître un peu abstrait. Ce qui est important de retenir, c'est la solidité financière du groupe. Quand vous gérez 3 000 milliards, vous êtes en mesure de faire face aux crises. Et s'il y a des crises comme on est en train de le vivre aujourd'hui, Fidelity existera encore demain. La deuxième particularité de Fidelity, c'est qu'on a beau être gros, on a beau être important, on est une société familiale, totalement privée, non cotée en bourse. La famille qui nous détient est la famille Johnson. Et à ce sujet, la patronne de Fidelity est la petite fille du fondateur. Pourquoi c'est important? Parce que ça nous donne une certaine longévité. C'est une société qui est gérée en tant que bon père de famille et ça nous permet de prendre de la hauteur par rapport au marché financier et pas être sanctionné deux fois quand les marchés corrigent, comme on l'a vu au mois de mars. Et la dernière particularité de Fidelity, et je terminerai par ça, c'est les capacités de recherche. C'est-à-dire qu'on a des personnes chez Fidelity, analystes et gérants, qui vont voir les entreprises partout dans le monde. On a 400 personnes chez Fidelity qui sont en charge des entreprises, donc gérants et analystes, présents dans plus de 26 pays. Et cette recherche, elle est extrêmement active, puisque la recherche Fidelity, c'est 16 000 entretiens par an, ce qui correspond peu ou prou à un entretien toutes les 10 minutes dans le monde. Et ça, c'est vraiment une force quand il s'agit de sélectionner les entreprises, et notamment dans un secteur qui est extrêmement complexe, comme le secteur de la technologie. Alors justement, la technologie. Parlons voilà. de ces GAFA, comme on les appelle aux États-Unis. Quelle est la compétence qu'a développée votre gérant sur le fonds Global Technology? En clair, il fait quoi dans son fonds, votre gérant? Alors, peut-être avant de parler de la technologie et dire pourquoi c'est intéressant aujourd'hui et demain d'ailleurs d'investir dans le secteur de la technologie,
ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie aujourd'hui est omniprésente dans notre société, que ça soit dans chacune des industries, via la gestion de données, via la robotisation, mais également quotidiennement. Et pour ça, je vais prendre un exemple assez simple. On a tous dans la poche de sa veste ou dans la poche de son pantalon alors là c'est un smartphone, un iPhone, mais on a un smartphone. Alors, un smartphone, ça nous permet de faire beaucoup de choses. Et c'est un condensé technologique, que ça soit techniquement, puisque c'est un assemblage de puces, de processeurs, etc., mais également de manière utilitaire, puisque un smartphone aujourd'hui ne nous permet pas seulement d'appeler, mais nous permet de naviguer sur Internet. Et dans ce cas-là, on va aller sur des moteurs de recherche tels que Google, donc un des GAFA, société de la technologie. Ça nous permet également de faire nos achats en ligne et de se faire livrer. On va utiliser Amazon, par exemple, une autre société du secteur de la technologie. Ça nous permet de rester en contact avec ses proches via les réseaux sociaux, Facebook. Ça nous permet de regarder des films, des séries, Netflix. Ça nous permet de jouer à des jeux vidéo. Et ça nous permet également de payer. Alors, c'est un peu moins répandu en Occident. C'est très répandu en Asie et notamment en Chine. Il faut savoir qu'en Chine, le concept même de carte bleue, de carte bancaire, est complètement désuet là-bas, puisque de plus en plus, les Chinois, et notamment les jeunes Chinois, payent grâce à leur smartphone via une application qui s'appelle Apple Pay. Apple Pay, c'est en Occident, c'est Alipay, pardon. Et Alipay, c'est une application pour payer qui a été développée par le géant chinois de la technologie qui s'appelle Alibaba. Donc on voit bien que dans un petit objet qui tient dans notre poche, la technologie finalement est omniprésente et on ne peut pas se passer de la technologie aujourd'hui. Donc ça, c'était pourquoi la technologie aujourd'hui. Pourquoi la technologie demain? On pense que c'est un secteur extrêmement attractif. Ce qu'il faut savoir avec la technologie, c'est que ça a une logique très schumpeterienne. C'est-à-dire qu'en fait, chaque innovation remplace l'innovation existante, et ça depuis la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'à chaque changement d'architecture, le secteur se renouvelle, et investir dans un fonds sectoriel comme le fonds Fidelity Global Technology permet justement de tirer profit de chacune de ces innovations et pas être dépendant d'une seule innovation ou d'un seul thème. Pourquoi le secteur de la technologie est intéressant aujourd'hui? Pour trois raisons principales. Premièrement, pour des questions de valorisation, puisque le secteur subit une importante décote depuis l'éclatement de la bulle des TMT, donc de la bulle Internet. Deuxièmement, parce que la crise actuelle rend ce secteur extrêmement attractif, parce que les sociétés le constituant seront finalement peu ou pas impactées par la crise du Covid. Et on l'a bien vu d'ailleurs, le secteur de la technologie est l'un des secteurs qui fonctionne le mieux en termes de performance depuis le début de l'année. Et enfin, on pense que la demande globale pour la technologie va augmenter au fur et à mesure que la connectivité numérique va s'étendre à l'ensemble de la population. Donc on va utiliser de plus en plus de technologies. Alors bon, juste un chiffre. Aujourd'hui, un investisseur qui, depuis le 1er janvier, a investi sur les technologies, notamment sur le fonds Global Technology, il a gagné combien? Alors, je n'ai pas les chiffres récents, mais on doit être à plus de 20% de performance, entre 20 et 30%. C'est intéressant aussi de voir ça dans une logique patrimoniale, puisque sur les 5 dernières années, la performance annualisée du fonds, c'est-à-dire la performance moyenne par an du fonds, est de 23%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la performance cumulée sur 5 ans, c'est 178%. C'est-à-dire que si vous aviez investi dans le fonds il y a 5 ans, vous auriez presque triplé votre capital aujourd'hui. Alors, il y a du risque, évidemment. On ne gagne pas 20% comme ça sans risque. Mais la technologie, c'est une thématique d'hier, d'aujourd'hui et vraisemblablement, certainement, de demain. Merci Armand. Nous terminons notre deuxième table ronde avec Sycomore Asset Management et son directeur commercial national, Olivier Chamard. Olivier, on termine par lui parce que Olivier, il a beau être au national chez Sycomore Asset Management, c'est un local de l'étape, c'est un Murisaltien, donc je tenais à vous le dire. Olivier, toi tu vas nous parler des investissements socialement responsables, qu'on appelle plus communément investissements ISR, et notamment faire un focus rapide sur un des fonds de la gamme qui s'appelle Éco-Solutions. Oui, tout à fait. Merci Alain pour... Tu as à peine 5 minutes. Ok, donc je conclue rapidement. Je sais que tu as l'esprit de synthèse.
Bien, déjà, donc merci à tous quand même. Merci de ton invitation et merci à toutes et à tous donc d'être présents aujourd'hui à Beaune, ce qui me fait particulièrement plaisir puisqu'effectivement, je suis né ici. Bon, maintenant que la présentation personnelle est faite, on va passer à la société. Sycomore, très vite, c'est une société qui a été créée en 2001. Je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais je vais vous faire l'historique par rapport à notre démarche d'investisseurs responsables. En fait, après la crise de 2008, la crise des subprimes, rappelez-vous, si on se remet dans le contexte, la finance était montrée du doigt, c'était le capitalisme sauvage, c'était les parachutes dorés des grands patrons, et tout le monde avait honte de travailler dans la finance. Et les associés de Sycomore se sont dit non, nous, on veut être fiers de travailler dans la finance, mais on ne veut pas n'importe quelle finance, on veut œuvrer pour une finance utile. Donc, à côté des critères financiers que l'on regarde pour investir dans une société, ses flux de cash, son carnet de commandes, à côté de ces critères-là, on va regarder ce qu'on appelle les critères extra-financiers, ce qu'on appelle les fameux critères ESG pour environnement, social et gouvernance. Donc, on va regarder comment cette société traite ses salariés. Est-ce qu'elle leur offre des bonnes conditions de travail? Est-ce que cette société, elle a une gouvernance avec une parité homme-femme dans le conseil d'administration? Est-ce qu'il y a un alignement des rémunérations entre le plus petit salaire et le salaire du PDG? Est-ce que cette société, elle fait attention à son impact sur l'environnement? Et donc, on va ajouter ces critères aux critères financiers pour faire nos investissements, pour investir dans des sociétés qui vont gagner de l'argent. Le but du jeu de Sycomore, c'est bien de vous faire gagner de l'argent, mais de le faire pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, de le faire en investissant dans des entreprises qui ont des notes minimum sur les conditions de travail des salariés, sur leur impact environnemental. L'idée, c'est de se dire, on a un vrai rôle à jouer avec son épargne. Je suis sûr que dans la salle, la plupart d'entre vous, vous faites attention à éteindre la lumière quand vous quittez une pièce, vous triez vos déchets. Vous pouvez aussi avoir un impact sur l'environnement, sur le bien-être au travail, par vos investissements. Il suffit donc d'investir dans les fonds ISR. Pour les reconnaître, il y a un label, il y a un label d'État. Donc aujourd'hui, toute la gamme de fonds Sycomore a le label d'État ISR. Et puis dans le fonds dont je vais vous parler plus particulièrement aujourd'hui, on a un deuxième label, le label ISR, Investissement socialement responsable. Il est délivré par le ministère des Finances. Il y a un deuxième label, c'est un label européen, donc le terme est anglais, le label Greenfin, c'est l'ancien label français Tech, label pour la transition écologique et énergétique pour le climat. Et ce label, on a été le premier fonds à l'obtenir en France. Et en fait, ce label, il va montrer aux investisseurs que le fonds dans lequel vous investissez, non seulement il a une note minimum pour les conditions de travail, la gouvernance, mais plus particulièrement, on a investi dans des sociétés qui font attention à la transition écologique, énergétique et climatique. Donc ce fonds s'appelle Sycomore Écosolutions, et je tenais à vous en parler plus particulièrement ce soir, parce qu'en termes de timing d'investissement, on trouve que c'est particulièrement pertinent. Pourquoi? La crise de la Covid-19, c'est une crise sanitaire. Et on voit que son impact sur l'économie est quand même dévastateur. Ça va coûter plusieurs milliards et probablement prendre plusieurs générations à rembourser. Il faut faire attention, parce que la prochaine crise, elle sera peut-être climatique, elle sera peut-être sociale. Donc à nous, à vous, d'être aussi acteurs via votre épargne, de mettre notre petite pierre à l'édifice pour changer un petit peu le monde et pour changer les choses de manière vertueuse. Donc on peut le faire via les investissements, et donc Écosolutions va investir que dans des sociétés qui sont partie prenante de la transition écologique énergétique. Donc ça va être des énergies renouvelables, ça va être du transport dépollué. Alors beaucoup de ferroviaire, par exemple. On aime beaucoup le ferroviaire parce qu'on pollue très peu en kilomètres parcourus par passager lorsqu'on prend le train par rapport évidemment à une voiture diesel. Il y a beaucoup d'énergie renouvelable, beaucoup d'économies circulaires, tout ce qui est rénovation de l'habitat. Et bien évidemment, je vous en parle ce soir parce que toutes ces sociétés qui sont partie prenante de la transition écologique et énergétique vont massivement profiter des plans de relance qui ont été annoncés par les différents gouvernements ou les différentes banques centrales. Vous l'avez entendu, ce sont des plans de relance verte. Si je prends l'exemple du simple plan français qui a été annoncé il y a à peu près 3 semaines maintenant, sur les 100 milliards annoncés par le Premier ministre, il y a 30 milliards, quasiment un tiers,
qui va être dédié à la transition écologique et énergétique. Ça va se manifester comment ? Je crois que c'est déjà sorti. Ça va être des subventions de l'État pour rendre les bâtiments moins énergivores, donc pour changer les fenêtres, pour changer le tableau électrique. Et bien là, intuitivement, c'est des sociétés comme Saint-Gobain, leader mondial du double vitrage, c'est des sociétés comme Legrand qui refait les tableaux électriques qui vont profiter de ces plans de relance. Et c'est ce genre de société que nous avons en portefeuille. Aujourd'hui, le fonds a déjà profité des effets d'annonce des plans. Donc on est positif en 2020, une année qui est pourtant compliquée. C'est un fonds action, on est donc assez dynamique. On est positif, on est à peu près à plus 5, plus 6 avec la récente baisse. Mais on reste très confiant pour l'avenir parce que, évidemment, après l'annonce des plans de relance, il va y avoir le déploiement de ces plans dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Et on est convaincu que le fonds doit en profiter. D'une manière générale, tout l'investissement socialement responsable doit profiter finalement de cette crise qui doit nous faire prendre conscience qu'il est temps d'agir. Je ne sais pas si vous avez vu, je terminerai par ça, mais vous devez connaître cette notion du jour du dépassement. Vous savez, c'est le fameux jour dans l'année où l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la Terre peut produire en une année. On va trouver un peu de positif, ça va faire une belle transition pour l'intervention d'après. Ce qu'il y a de positif avec cette Covid-19, c'est que le jour du dépassement, on a quasiment gagné un mois. On est passé du 22-23 juillet à fin août. Alors c'est peut-être positif pour cette année, mais ça doit quand même attirer notre attention. Il a fallu que 3 milliards d'individus s'arrêtent de travailler pendant 2 mois et demi pour gagner 3 semaines. Vous voyez le travail qu'il nous reste à faire pour revenir là où on doit être. Donc oui, il faut faire des investissements socialement responsables. On a démontré aujourd'hui qu'ils étaient performants, on bat les indices. Benoît disait tout à l'heure qu'on peut mettre des ETF dans les contrats d'assurance vie. On arrive à battre ces fameux ETF. On va vous amener une surperformance en étant moins volatile, c'est-à-dire moins risqué, et en plus en œuvrant pour la planète, en œuvrant pour le bien-être au travail des salariés, en étant vertueux dans ces investissements. Donc je vous encourage à voir Alain qui vous parlera de ça plus en détail, mais c'est effectivement très intéressant. Olivier, merci. Merci à tous les 4 de nous avoir donné 4 stratégies un peu différentes et décorrélées les unes des autres. Vous l'avez bien compris, pour de l'épargne à titre privé en assurance vie, de l'épargne d'entreprise pour la trésorerie, définissons ensemble vos réels besoins et ensuite entourez-vous de l'expertise de votre expert comptable, de votre conseiller financier pour créer une stratégie sur mesure pour vos avoirs. Merci messieurs, merci Anita. On a pris un peu de retard, mais je pense que cela en valait la peine. J'avais déjà vu Philippe il y a une dizaine d'années et tout naturellement pour cette soirée, il m'a été assez indiqué pour essayer, vous l'avez bien compris, que vous repartiez avec un moral un petit peu plus fort que dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes venus. Si on a réussi à faire ça, je pense qu'on a fait un bon job. 2 petites choses, 3 peut-être. Vous avez des petits questionnaires, si vous avez le temps, cochez ce qui vous a intéressé. Et puis surtout, on a aussi souhaité marquer le coup avec, alors non pas les clients qui sont sur Internet, mais ceux qui sont venus en présentiel, c'est-à-dire vous, dans la salle. Repartez avec un des livres best-sellers de Philippe Bloch. Il n'aura pas la possibilité de vous le dédicacer parce que le temps nous presse évidemment, mais voilà, on a souhaité marquer le coup et vous remercier de votre présence avec nous ce soir. Donc un petit livre avec pas mal de citations de gens célèbres dans le monde. J'ai encore beaucoup à progresser, Philippe. Et puis, on a prévu également, pour vous faire plaisir, une lunchbox. Le traiteur de la Comédie du Vin vous a préparé un petit carton sucré, un petit carton salé. Pour chacun d'entre vous, vous pourrez repartir avec et déguster ça tranquillement chez vous, à la maison, peut-être devant un film de Netflix. Pourquoi pas ? Je laisse Gilles Hermerel clôturer cette soirée qui, pour ma part, m'a fait prendre beaucoup de plaisir avec vous. Voilà, juste pour vous dire encore merci et vous rappeler que aussi bien Artus Conseil que le cabinet François sont à vos côtés. Donc, on ne se dit pas bon courage, on se dit qu'on est très optimiste pour demain parce qu'il y a plein de choses qui nous attendent. Donc, un grand merci à tous et à demain dans vos entreprises et dans notre cabinet. Allez, au revoir.